Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui pour la première fois l'historien spécialiste en histoire sociale Pierre Fabry pour son livre Histoire de Monaco chez Passé Composé. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous m'avez fait voyager, ça c'est sympa parce que ça fait toujours rêver Monaco. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette ville, sur ce pays finalement, presque? Alors si j'étais un peu iconoclaste, je dirais le fait que ça n'avait pas été fait d'abord et que je me suis interrogé de savoir pourquoi. Parce que tout le monde connaît Monaco, on a tous des idées, parfois des a priori, des images en tout cas en tête, sur ce petit pays enclavé dans un autre État, ce qui est quand même atypique. Donc pourquoi ça n'avait jamais été fait? Alors après j'ai eu vite l'explication parce que les sources étaient difficiles d'accès puisqu'il n'y a pas d'archives publiques à Monaco. Enfin du moins elles viennent d'être créées. Ce sont surtout des archives administratives qui vont se constituer. Et donc les archives de la principauté c'est essentiellement le palais princier et la société des bains de mer. Et ces archives, j'ai eu la chance qu'elles me soient ouvertes pour la première fois. Elles se sont refermées après moi sur toute la période de l'ouvrage, c'est-à-dire la période contemporaine de 1840 à nos jours. Oui, parce qu'on ne parle pas de tout ce qui est Moyen-Âge, etc., bien sûr. Non, ça avait été déjà pour le coup couvert. Il y a beaucoup de travaux universitaires qui ont été faits sur ces sujets, moins de travaux d'édition. Mais je me suis attaché à partir justement du moment où Monaco n'est plus. C'est-à-dire où la principauté de Monaco, qui court à l'origine jusqu'à la frontière italienne actuelle, incluant les communes de Roquebrune et Menton, va être réduite territorialement de 92%. C'est incroyable. Donc c'est un exemple unique d'un État qui, pas en guerre, dont on absorbe la quasi-totalité du territoire, pour des raisons que je rappelle dans l'ouvrage, et donc qui va être acculé à trouver des moyens pour exister, survivre. Alors que la dynastie des Grimaldi, elle est présente à Monaco, elle existe depuis le XIIIe siècle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la plus ancienne dynastie régnante d'Europe aujourd'hui, et le prince de Monaco est effectivement un monarque qui exerce un pouvoir. C'est pas un pouvoir symbolique. Il est chef de l'État, si petit soit l'État, mais il est chef de son État. Et comment on explique justement que ce pays n'est pas disparu? Parce que quand on lui ampute de cette façon-là... Alors, comme je dis souvent, s'il n'a pas disparu, c'est que tout le monde avait un intérêt à ce qu'il subsiste. C'est ce que je voulais Ou du moins, il y avait assez d'intérêts convergents pour. Donc, quels sont ces intérêts? Ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a eu quand même une vision et une intuition des souverains monégasques, des seigneurs, puis des princes de Monaco, à exercer une forme d'influence et de pouvoir pour subsister. Parce qu'au départ, la famille Grimaldi est originaire de la République de Gênes. C'est une famille de marins, de guerriers, qui va donc mettre au service du Saint-Empire romain germanique, puis de la couronne de France à partir de 1640, ses services, et donc va se rendre utile. Voilà. Et ensuite, dans la période contemporaine, c'est plus compliqué. Parce que, en effet, Monaco est au milieu d'un jeu de dominos qui comprend l'Italie, la France, parfois l'Allemagne. Et donc, c'est aussi en filigrane l'histoire diplomatique, une partie de l'histoire diplomatique de notre continent qui est racontée par ce prisme monégasque. Quel moment a façonné vraiment cette principauté? Alors, il y a 3 temps, Il y a le temps de l'indépendance officielle. À partir de 1861, après que Napoléon III ait annexé dans les conditions que l'on sait le comté de Nice, et donc se soit affranchi et ait affranchi Monaco du protectorat, enfin de la protection qui est devenue un protectorat du royaume de Piémont-Sardaigne, c'est le premier temps. C'est-à-dire que Charles III est au pied du mur, son territoire est enclavé, inaccessible, il va donc créer à partir du rocher, puisqu'il n'y a que le rocher et un port, c'est tout ce qu'il y a à Monaco, autour c'est de la garrigue, des arbres, des caroubiers, enfin je veux dire, voilà. Donc il va créer les conditions d'accès à son territoire, et puis les conditions de développement du territoire, c'est la fameuse création du quartier de Monte-Carlo, pour trouver les moyens économiques de survie de l'État. Premier temps. Deuxième temps, Albert Ier
qu'on connaît comme étant le prince océanographe, hein, qui est le fils de Charles III, qui lui va avoir une action déterminante dans ce que j'appelle le soft power de Monaco. C'est-à-dire que par-delà la science, il va porter la notoriété de Monaco à travers sa personne à un point tel qu'il va faire que son État se distingue. Qu'il s'agisse d'être Dreyfusard, qu'il s'agisse de porter les principes mutualistes, qu'il s'agisse d'être l'apôtre de la paix dans des temps troublés, jusqu'à essayer en tout cas de jouer les intermédiaires entre Guillaume II et la République, la présidence de la République française. Voilà, donc Albert Ier est ce que j'appelle un lanceur d'alerte avant l'heure. Donc lui, il est tout à fait important parce qu'il pose une matrice qui va être développée par le troisième prince qui est très important, c'est Régnier III. Parce que d'abord, c'est le plus jeune prince au moment où il accède au trône. C'est celui qui va régner le plus longtemps et celui qui va durablement s'installer à Monaco, parce que les autres princes auparavant n'y sont que ponctuellement, qui va vivre parmi la communauté monégasque, parmi ses sujets, et surtout avoir une vision et développer cette vision pendant 56 ans en se basant sur l'héritage. Monaco, c'est toujours l'héritage et la modernité conjuguées en permanence. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité, la stabilité de cette famille ? C'est pour partie lié au fait, comme je l'ai dit, qu'ils savent se rendre utiles. Dans la période contemporaine, c'est lié au fait que quand la France doit faire un choix, elle s'appuie toujours sur la dynastie des Grimaldi qui est francophile et francophone. Dans le jeu des nationalismes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe et du milieu du XXe siècle, face à la montée des périls, ce que j'appelle la montée des périls dans l'ouvrage, c'est-à-dire à la fois le fascisme en Italie et puis ensuite le nazisme en Allemagne, il faut faire des choix. Et là, le nationalisme français se marie très bien avec la francophilie des princes de Monaco. Donc c'est d'abord ça. Et puis ensuite, la France a un intérêt, j'allais dire, géographique et puis fiscal par la suite, aussi à ce que Monaco perdure. Donc, et les princes de Monaco vont jouer de ça, et en particulier Régnier III, et ça s'exprime totalement dans cette espèce de crise montée de toutes pièces, comme je le révèle dans l'ouvrage, qui est la crise de 1962, où chacun s'en souvient, le général de Gaulle rétablit les maigres frontières qui peuvent exister entre Monaco et la France. C'est bien sûr tout ça pour les photographes et pour les journaux. Derrière, il y a bien sûr une lutte plus âpre qui n'est pas sur le terrain fiscal, mais c'est sur le terrain de la prépondérance des États-Unis, de par le monde et à Monaco en particulier. C'est ça le vrai et réel sujet de discorde entre la France et Monaco à l'époque, en tout cas. Vous parliez de fascisme, de nazisme. Qu'est-ce qui s'est passé à Monaco et pour Monaco pendant l'occupation ? Alors, comme toujours, hein, moi étant quand même au départ plutôt un spécialiste de ces questions de la Seconde Guerre mondiale, rien dans cette période n'est bien sûr ni blanc ni noir, tout est toujours gris. Et là, à Monaco comme ailleurs, c'est-à-dire que au sommet de l'État, il y a deux personnages qui sont bien entendu, de fait vichistes, qui sont le ministre d'État, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, premier collaborateur du souverain, et le consul de France à Monaco, qui par un jeu de concurrence vont avoir un espèce de jeu de surenchère à celui qui sera plus vichiste que l'autre. Donc là, on arrive en effet dans des choses qui sont extrêmes à un moment donné, sachant que le prince est absent à tous les sens du terme. Le prince Louis II n'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose politique, dès son avènement d'ailleurs. On parle même à une époque du fait qu'il accède au trône en 1922. Et c'est le prince qui n'a pas de chance, en fait, parce qu'il accède au trône au moment où toutes les pires crises du siècle vont se poser. Entre la crise de 29, la Première Guerre mondiale, la Seconde. Et puis, c'est pas un fin politique. Il n'aime pas ça, c'est un militaire. Il a été aide de camp du maréchal Pétain. Donc, il épouse quand même un système de valeurs qui est celui de l'État français. Et donc, il est absent et il laisse un peu faire. Et puis, mais là, les archives ne le démontrent pas, en tout cas. Est-ce qu'il est convaincu par les politiques, les thèses de l'État français ? Ça, je ne le dis pas parce qu'il n'y a rien qui, dans les archives, en atteste, en tout cas, dans les archives que j'ai pu consulter. Moi, je pense qu'il épouse un système de valeurs, de là à aller jusqu'à couvrir certaines choses. On sait, par exemple, qu'il a
sur son nom, sur ses domaines, accueilli un certain nombre de réfugiés de confession juive israélite. Donc ça c'est avéré. Maintenant, ça n'explique pas le fait, même si par exemple les 2 statuts des Juifs sont promulgués très tard à Monaco, parce qu'en plus il y a une lutte âpre. Il faut le savoir, ce que révèle la guerre aussi, c'est qu'il y a une lutte âpre au sein du pouvoir du Reich entre les deux blocs. Le bloc, on va dire, idéologique avec les politiques raciales, les SS, etc. Et le bloc économique avec Otto Abetz, qui est ambassadeur, comme vous le savez, d'Allemagne en France à cette époque, et qui dit non, il faut que Monaco reste neutre, il faut qu'on puisse faire des affaires à Monaco. Voilà, donc il y a une lutte. Et finalement, la partie dure et la partie idéologique veut gagner, à Monaco comme ailleurs. Et donc, les populations juives, de confession juive qui se sont réfugiées à Monaco, dont d'éminents sujets qui par la suite vont avoir Gérard Houry, Georges Craven, enfin voilà, vont être menacés et il va y avoir des rafles comme il a pu y avoir en France. Après, il n'y a pas que la question raciale, bien entendu, bien la sûr. question, voilà. Donc c'est un des gros sujets parce que c'est une question en effet prégnante dans l'histoire de Monaco. Évidemment, bien sûr. Qui explique l'avènement de Régnier III après d'ailleurs. C'est vrai. Dès le départ, vous parlez des idées reçues qu'on peut avoir sur Monaco. Lesquelles vous avez déconstruites ? La première, c'est que Monaco, c'est la France. Et j'en parlais d'ailleurs cet après-midi avec plusieurs personnes qui sont venues me voir. On m'a parlé des Monaco Papers. Tout le monde a peut-être lu dans la presse cette histoire qui est vraie, hein, enfin, voilà, de phénomène un peu de cours qui fait qu'il y aurait eu des malversations, etc. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est pas tant de savoir si c'était vrai ou pas, parce qu'à la limite, en tant qu'historien, je n'ai pas le recul nécessaire pour juger de ça, et puis ça participe peu, j'allais dire, du récit historique. On est sur l'écume des choses. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir le traitement qui en était fait en France. Et de voir qu'il y avait une reproduction de certains comportements, moi, que je vais nommer ça, j'aime pas ce terme parce qu'il est très connoté politiquement et que j'essaie de ne pas l'être, et que je n'aime pas ça, de néocolonialisme, je vais dire. Voilà. On considère intuitivement que Monaco, c'est la France. Bah, à la limite, ils font ce qu'ils veulent, c'est un État indépendant, moi j'allais dire, voilà. Bon. Mais on va me dire, attendez, quand même, si Monaco existe, c'est parce que la France subventionne Monaco. Bon, bah, non, voilà une idée reçue, pas du tout. On peut donner, je le rappelle dans l'ouvrage, le montant, par exemple, de la TVA perçue à Monaco qui est reversée à la France. C'est intéressant à savoir, parce que ça va dans ce sens aussi. On peut évoquer le fait que tout un bassin d'emploi dans les Alpes-Maritimes et au-delà, mais aussi en Italie, est alimenté par l'économie monégasque. Voilà. Et qui a plus de 32 000 travailleurs qui chaque jour viennent travailler à Monaco. Italiens, français, etc. Donc les idées reçues, la première c'est ça, Monaco n'est pas un État. En droit international, en tout cas, il est membre de l'ONU depuis 1993. La deuxième idée reçue, c'est que Monaco devrait avoir une utilité. Et donc, alors un État doit-il être utile ? Bon, quand j'ai commencé mes travaux sur ce sujet, on m'a dit, mais attendez, mais ça sert à quoi de raconter l'histoire de Monaco ? Bah, toute histoire est bonne à raconter. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a une communauté humaine qui se déploie sur un territoire, c'est de l'histoire. Et donc l'histoire, et je cite d'ailleurs, je fais référence à cet ouvrage qui, je pense, qui a marqué beaucoup d'historiens, en tout cas des générations d'historiens, qui est le Montaillou, bien sûr, village occitan. Petit village occitan. Devait-on s'intéresser à un petit village occitan ? Est-ce que c'était intéressant ? Ben oui, ça d'abord, c'était fait de manière magistrale, et ensuite ça a formé des générations d'historiens à une appréhension de l'histoire, de ce qu'on croit être une micro-histoire, et qu'en fait une histoire totale et globale, médiévale totale et globale. Donc toute histoire par nature. Donc pourquoi un État devrait avoir une utilité ? Voilà. Et peut-être la dernière idée reçue, c'est de dire État d'opérette. Voilà, état d'opérette, voilà. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. État d'opérette. Alors, c'est lié aussi au passé, j'allais dire, culturel de Monaco. Alors, moi, je raconte cette histoire parce que c'est vrai que Monaco s'est beaucoup illustré dans la culture populaire par le sport et la culture, hein, notamment. Ouais, on va y venir au sport, justement. Mais le foisonnement, vraiment, sur un espace de 40 ans de temps, de la production culturelle, technique, sportive de Monaco est absolument extraordinaire. Je ne peux pas tout citer ici, mais enfin, il y a un déploiement entre les ballets russes, la salle Garnier, les sports automobiles, les sports mécaniques dans leur ensemble. Enfin, il y a une pléthore de choses qui sont faites à Monaco
dans ce petit État qui... Oui, c'est fou. Voilà. On ne perçoit... Et même sur le plan scientifique, quand je dis que le prince Albert Ier a mené 14 expéditions, 3600 expériences scientifiques, que ces expériences ont mené à la découverte des principes de l'allergie, sur ses bateaux, qu'il a dressé la première carte des fonds marins, que c'est le premier à avoir inscrit dans le droit maritime le secours aux naufragés. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas et qui sont absolument passionnantes et qui participent de l'histoire culturelle ou même sociale, je dirais, de notre continent. Donc voilà les idées reçues. D'ailleurs, s'il y a un endroit à visiter à Monaco, c'est le musée océanographique. C'est le musée océanographique, l'Institut de la mer, Institut océanographique de Paris, c'est le pendant rue Saint-Jacques à Paris aussi. Exact. Et puis, oui, ça fait partie des choses qu'il faut voir. Et je conseille aussi d'aller au Palais Princier pour découvrir les 600 mètres carrés de fresques du 15e et du 16e siècle, qui est un ensemble absolument unique de fresques de la Renaissance, peints par des élèves de Michel-Ange, et qui a été découvert par hasard parce qu'on refaisait les peintures au palais, et puis on a gratté, on a découvert 600 mètres carrés de fresques de plafond. C'est absolument visitable. Vous pouvez visiter le Palais Princier à partir du mois de mars-avril jusqu'au mois d'octobre. Voilà, et c'est ouvert au public et c'est absolument phénoménal en termes d'histoire de l'art. Je le conseille à tout le monde. On parlait de sport tout à l'heure. Pourquoi l'AS Monaco de foot fait partie du championnat de France ? Ça aussi, on peut croire que donc Monaco, c'est la France. Oui, alors... Parce que j'allais dire, il fallait bien s'inscrire dans un championnat, et le championnat le plus proche c'était la France. Voilà, c'est purement. Alors faut quand même préciser que l'association sportive de Monaco au départ est une association gymnique, et que quand elle voit le jour à la fin du 19e siècle, c'est ce qui permettra d'ailleurs à Monaco d'être un des premiers membres du Comité international olympique, et éminent, puisque le prince est toujours... Et puis le prince Albert II a été athlète quand même. A participé aux Jeux olympiques. Et ses neveux maintenant participent en voile aussi aux Jeux olympiques activement. Voilà, c'est un marqueur aussi, le sport à Monaco, et sous cette forme-là. Et c'est un marqueur de diplomatie. On voit avec nos Jeux olympiques de Paris à quel point le sport participe de la diplomatie internationale aujourd'hui. Effectivement. La culture, vous l'avez mise en photo, bien sûr, grâce de Monaco. Oui. Ça fait partie du rayonnement. Ils sont toujours obligés de faire ce genre de choses pour exister. Alors, j'allais dire, ça les a un peu dépassés. Je veux dire, c'est un pari. Au départ, la stratégie posée par Régnier à la fin de la guerre, où Monaco est en ruine, donc il prend pour ministre d'État quand même un économiste éminent qui s'appelle Jacques Rueff, qui a quand même marqué l'économie française. Et donc, il faut reconstruire Monaco. Et le pari, c'est qu'il va y avoir tout le volet, en effet, économique pur, développement d'infrastructures, développement de services, attraction d'un certain nombre de cibles économiques précises. Et parmi ces cibles, il y a... à la fin de la guerre, il y a un certain nombre de VRP qui sont gradés dans l'armée américaine qui vont faire le tour des États d'Europe et dire voilà, on va vous aider. C'est la suite, ce sera le plan Marshall. Mais en vous aidant, on vous apporte aussi un mode de vie, l'American Way of Life. Et si vous adoptez ces codes-là, non seulement nous, on vous aidera, mais en plus, vous allez avoir des apports de devises et des apports économiques énormes. Et Régnier fait ce choix-là. Et en plus, il se trouve qu'après, il va se marier avec Grace Kelly. Ce qui ne va pas beaucoup plaire à la République gaullienne. C'est ce que je racontais tout à l'heure sur la crise de 62. Et donc, cette photo, elle est doublement symbolique parce que, outre le fait que l'éditeur, en accord avec moi, ait voulu cette photo pour attirer l'œil par ce qu'on connaît tous, qu'on a tous vu, on a tous ces images en tête. Et si on les a en tête, c'est parce qu'on nous les a mises et ça participe de la stratégie médiatique de Monaco qui s'est retournée contre elle. Je réponds à votre question. C'est qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus le phénomène. Donc, cette stratégie de légitimation, Régnier fixe 4 prismes de notoriété pour Monaco. Il dit, c'est la famille princière, c'est les carabiniers du prince avec la relève de la garde, c'est la culture, le sport, et voilà pour le grand public ce que doit être Monaco, les points d'attraction d'image. Et donc, ils sont un peu victimes, mais cette photo, elle est aussi symbolique de l'influence américaine à Monaco à partir d'une certaine époque. Il y a énormément de transformations urbaines à Monaco. Oui. Vous évoquiez beaucoup la transition écologique, d'ailleurs, qui est en cours. Est-ce que c'est plutôt un laboratoire, Monaco ? Ils sont plutôt en pointe ? Comment sont-ils ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai que c'est très urbanisé. Quand vous connaissez Monaco, c'est même sururbanisé. Ouais. Le prince Régnier avait d'ailleurs arrêté
les immeubles de grande hauteur qu'on voit dans Monaco, 20 ans avant la fin de son règne, donc il est décédé en 2005, il avait stoppé ça. Bon. Parce que l'équilibre est fragile. Et en fait, c'est ce que je dis dans l'ouvrage, qui se pose à Monaco, trouver la médiane entre le développement économique d'un territoire et hypothéquer les ressources naturelles, la qualité de vie, etc., c'est des questions qui se posent à nous tous. Et à travers ce laboratoire monégasque, je reprends votre terme, c'est la question qui se pose à Monaco aujourd'hui et qui s'est posée déjà il y a quelques années du fait de l'exiguïté du territoire. Donc en fait, oui, c'est un laboratoire parce qu'on met en œuvre des techniques environnementales, des techniques de construction qui poussent plus loin les curseurs, ce qui fait que les projets développables à Monaco sont très très onéreux aujourd'hui. C'est qu'il y a une ingénierie derrière, une réflexion qui est très poussée. Je peux penser à la désalinisation de l'eau de mer pour l'utiliser pour d'autres moyens. Je peux penser à l'utilisation de l'eau comme énergie, source de chauffage notamment. Tout ça, c'est des choses que Monaco transmet aussi, et dans le cadre de ses relations internationales. Et c'est donc un laboratoire du point de vue, en effet, environnemental aussi, oui. Et c'est aussi l'héritage d'Albert Ier. Bien entendu, évidemment. Quel personnage monégasque issu de cette histoire gagnerait à être plus connu, selon vous ? Alors, Albert Ier, incontestablement. Ouais. Je disais tout à l'heure à un de mes homologues auteurs qu'on gagnerait à relire Albert Ier, qui a une écriture très fluide, très limpide et qui est un visionnaire. C'est vraiment de ces personnages dont seul, à mon sens, le 19e siècle a pu produire, à la fois humaniste, avec un certain rigorisme qui est lié à son époque, à bien sûr son éducation, sa culture. Mais voilà, il dit quand même, en 1917, il écrit nous devons faire... La guerre n'est pas terminée. Nous devons faire une communauté des États européens qui soit basée sur une amitié entre la France et l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que le plus grand danger dans l'avenir, ce sera en gros les États-Unis d'Amérique. Waouh. On vous laisse faire un lien avec l'actualité actuelle, présente. Voilà. Donc, Albert Ier, incontestablement. Et puis, un personnage, j'en citerai un autre qui est un peu moins connu, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est un Blum qu'on ne connaît pas. C'est le frère de Léon Blum, qui s'appelle René Blum, qui a un destin tout à fait exceptionnel en France et à Monaco, puisque ça va être pendant près de 30 ans le directeur du théâtre de Monte-Carlo. Et ce personnage, qui est peu connu, avant d'arriver à Monaco, il est fondateur de la station du Touquet. C'est celui qui va permettre que Proust soit édité. C'est quelqu'un du tout Paris culturel, qui est vraiment au centre de la vie culturelle de notre pays, et qui est le frère de Léon Blum. Et il aura un destin tragique puisqu'il décédera. Il sera, bien sûr, il fera partie de ce qu'on appelle la rafle des notables. Ouais. Il sera déporté, bien sûr, à Auschwitz, en l'occurrence. Et il sera, bien sûr, identifié avant même son arrivée comme étant le frère de Léon Blum, et vraisemblablement exterminé dans les premiers temps de son arrivée. Donc c'est un destin, et je trouve que c'est un personnage, là aussi, d'une acuité quand on lit ses écrits, quand on... voilà, ça fait partie des personnages que j'ai croisés, mais il y en a plein dans cette histoire. Mais j'imagine, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Je retrouve le... Merci. On a l'impression que Monaco, ça repose uniquement sur les membres de la famille royale, que finalement, il n'y a pas d'autres monégasques à part la famille royale qui sont, qui se sont distingués. Alors, dans les domaines que vous avez cités, hein, que ce soit le sport, la culture, la science, est-ce que ce n'est pas un des problèmes ? Et qui sont réellement les monégasques ? Parce que une des idées reçues aussi, c'est que les gens qui habitent à Monaco, ils sont là pour des raisons fiscales et que ce n'est pas des vrais monégasques. C'est pour ça que vous ne les connaissez Russes, pas. Voilà, c'est pour ça qu'on ne les connaît pas, parce qu'en fait, ils ne s'investissent pas vraiment pour la principauté. Donc, Alors d'abord, il faut revenir sur... Il y a aujourd'hui plus de 9500 monégasques de nationalité. C'est aujourd'hui, et c'est inédit, hein, parce que c'est assez récent, c'est la première communauté dans son propre pays, ce qui explique une politique de préférence nationale au sens positif du terme, c'est-à-dire droit à l'emploi, accès au logement, aide de l'État pour rester vivre sur son propre territoire, etc. Donc, personne n'a intérêt à devenir monégasque fiscalement, contrairement à une idée reçue. C'est-à-dire la seule nationalité qui paie des impôts dans son propre pays depuis 1962, c'est nous. Si vous êtes allemand, vous installez à Monaco, vous pouvez payer d'impôts à Monaco et pas en Allemagne. Bon. Donc, il n'y a pas d'intérêt à être monégasque. Donc, dans les monégasques de souche,
et les enfants du pays, c'est-à-dire les gens qui, par leurs parents, sont venus vivre à Monaco, y ont vécu, y ont eu une éducation, etc. Donc c'est les enfants du pays qui ont une priorité à devenir monégasques parce qu'un des deux parents est monégasque ou parce qu'ils y ont vécu toute leur vie, parce que leurs parents sont fonctionnaires à Monaco ou que sais-je. Bon, voilà. Donc il y a une communauté monégasque. Il y a une identité monégasque qui est liée à une identité méditerranéenne très forte, avec une langue monégasque qui est un patois génois, qui existe vraiment, et surtout qui est liée aussi, on ne l'a pas dit, aussi à la culture catholique du pays, parce que le catholicisme est religion d'État. Pour autant, le prince garantit l'exercice de tous les cultes, et tous les cultes sont bien entendu pratiqués à Monaco. Donc en fait, les monégasques vrais existent, et c'est ce que je disais tout à l'heure à un interlocuteur, il y a plusieurs couches à Monaco. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas est au moins aussi important, voire plus important que ce que l'on voit. Vous voyez des immeubles, mais Monaco, c'est un village, c'est un rocher. Ce sont des gens, et j'étais encore il y a 2 jours à la fête nationale le 19 novembre à Monaco, il y a des vrais monégasques. Alors certes, il y a des gens qui sont devenus monégasques, mais pas tant les Russes ou les Chinois, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le devenir. Forcément, ils y vivent, ils sont résidents, mais ils ne sont pas monégasques. Ils ne sont pas forcément parmi les 9000 que je viens de citer. Donc il y a vraiment, et quand je dis que c'est un village, c'est-à-dire qu'il y a à Monaco, depuis 1840 environ, et même avant, sous protectorat sarde, une trentaine de familles vraiment monégasques de souche qui sont arrivées par diable divers. Hein. D'ailleurs, il y en a qui sont d'essence sarde ou ligure, il y en a qui sont français d'origine, il y en a qui sont... Voilà. Et puis, il y a des gens qui se sont agrégés. Par exemple, je pense à un exemple connu, Léo Ferré. Son père travaillait avec Monaco, il est né à Monaco, il était donc monégasque, il ne l'a pas trop dit pendant qu'il faisait... Voilà, ça se tâche un peu dans le truc. Mais voilà, il y a en effet une communauté, et j'essaie aussi de lever le voile sur ça, parce que dans tout territoire, il y a une vie, et puis il y a des gens comme vous et moi qui n'ont pas le sou aussi à Monaco. Il y a des monégasques qui sont qui n'arrivent pas à vivre aussi comme ailleurs. Hein, il y a des j'allais dire des pauvres à Monaco, si ce n'est qu'ils sont plus aidés par l'État qu'en France, mais ça existe aussi. Ça doit faire drôle, effectivement. Pierre Fabry, vous êtes formidable. Histoire de Monaco chez Passé Composé. Merci beaucoup. Il faut le lire parce que c'est important de connaître. Bravo à vous. Merci infiniment de votre écoute. Merci.